Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats, mettez-vous d'accord avec Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, bonjour. Brice Nkonda, bonjour, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Et vous avez été conseiller régional. Najwa El Haïty, docteur en droit public. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Bonjour Valérie. Et Caroline Valentin, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris. La loi immigration, la CMP suspendue, visiblement un accord aurait été trouvé, une image assez lamentable de ce qu'est la politique aujourd'hui. On va revenir sur la préférence nationale pour les allocations. La statue de Depardieu au musée Grévin doit être qui est retirée. Et puis la hausse des mutuelles. Bref, beaucoup de sujets. Avec vous, on commence avec notre tour de table avec vous. Najwa, vous vouliez revenir sur ce qui s'est dit hier avec à propos de l'alcool. 70% Exactement. des Français estiment que c'est pas très grave de donner un verre d'alcool. C'est ça, alors à leurs enfants. Et puis je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue, donc intéressante et qui fait écho à ce coup de gueule. Donc mon coup de gueule permet de rappeler que l'abus d'alcool est très mauvais pour la santé. Ouais. Donc en cette veille des fêtes, un sondage m'a interpellée et vraiment inquiétée. Il s'agit de celui d'Opinion pour la Ligue contre le cancer, révélé donc lundi dernier, qui indique que 7 Français sur 10 trouvent acceptable de faire goûter une boisson alcoolisée à leurs enfants avant 18 ans et 30% avant 15 ans. Et comme je vous le disais, Valérie, ça fait écho à ce que j'ai vécu récemment dans un restaurant. Nous commandions avec mon mari des plats et la serveuse nous demande est-ce que vous voulez accompagner vos plats. Et j'étais avec ma fille de 8 ans. C'est important de préciser. Et elle nous demande est-ce que vous voulez accompagner vos plats de vin, de bière, etc. Alors nous, on répond par la négative. Et là, non mais j'exagère pas, je vous assure. Elle se retourne vers ma fille de 8 ans et elle dit la petite, elle veut pas goûter une petite bière ? Là, je la regarde et je dis non mais c'est une blague. Et là, elle me répond. Et là, j'étais vraiment choquée. Elle me répond, elle me dit madame, vous savez, moi je rigole pas. En fait, c'est pas une blague. Vous avez des parents et ça arrive à plusieurs reprises qui font goûter qui font goûter de l'alcool à leurs enfants. Donc ça fait partie d'une sorte d'éducation. Et autant vous dire que les bras m'en sont tombés, Valérie. Et donc c'est symptomatique d'une banalisation dangereuse de la consommation d'alcool chez les jeunes, avec bien sûr des risques de dépendance et des graves conséquences. Donc je pense notamment aux accidents de la circulation, aux agressions aussi sexuelles possibles dans ces cas-là. Donc il y a une véritable responsabilité des parents. Ouais. Donc ce qui est déroutant en plus, et les associations le dénoncent, c'est que les pouvoirs publics sont pas à la hauteur en la matière. Autant ils le sont dans le domaine du tabac. Donc il y a vraiment une vraie politique publique pour lutter contre le développement du tabagisme, notamment chez les jeunes. Et ces graves conséquences en matière notamment de cancer. Mais concernant l'alcool, ce n'est pas du tout à la hauteur dans le domaine de la santé publique. Et donc je comprends les associations qui se disent les pouvoirs publics venez à nos côtés pour mener vraiment des campagnes de sensibilisation contre l'alcool, en plus des plus jeunes, parce que il y a les adolescents, on voit les fêtes, comment ça se termine, etc. Donc il y a une vraie responsabilité des parents, certes, mais l'État ne joue pas son rôle en termes de prévention. Ouais, effectivement, il y a des scientifiques et médecins qui ont appelé le gouvernement à soutenir l'opération du Dry January et à faire des campagnes pour lutter contre l'alcoolisme. Je crois même qu'Aurélien Rousseau a eu une réponse un petit peu ambiguë sur l'alcool, comme quoi c'était pas de la drogue, non. Parce que les enfants buvaient de la bière et du vin à la cantine jusque dans les années 50. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais bon, je pense pas que ce soit une bonne chose. C'est pas forcément
l'idéal, effectivement. Non, mais c'est des traces culturelles qui restent. C'est ça. Oui, mais après il y a le fait de faire. Oui, excusez-moi. Il y a le fait de faire goûter, de proposer systématiquement. Je pense qu'il faut quand même faire un peu la nuance. Je sais que dans certains pays, ils mettent un peu de bière dans les biberons des enfants, comme en Allemagne. Non, je veux dire, en fait, il faut quand même faire la part des choses. C'est-à-dire je ne connais pas cette tradition germanique, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas non plus tomber dans un totalitarisme, dans le sens où vous avez fixé ce que vous dites, vous avez raison complètement. Il faut interdire la consommation d'alcool aux mineurs et même déconseiller même aux majeurs. Dans une certaine mesure, il faut que ce soit quelque chose de festif, de culturel. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'il y a d'autres sujets en termes de consommation de drogue qui sont, à mon sens, encore plus préoccupants. Parce qu'en France, l'alcool est quand même interdit aux moins de 18 ans. Ce que je veux dire, en revanche, c'est que le protoxyde d'azote, par exemple, c'est une drogue qui est un véritable fléau qui se répand parmi les jeunes. Et aujourd'hui, notre politique sanitaire en la matière est loin d'être à la hauteur. Donc, effectivement, il y a ce sujet d'alcool, mais je pense que c'est pas le moins bien traité. Oui. Tiens, ça me permet de vous parler de sanitaire, etc. Hier, je vois le tweet de Caroline Boudet. Caroline Boudet, elle a une petite fille qui est trisomique. Elle a écrit des livres qui ont eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et elle écrit sur X, donc point de non-retour, je vais me coucher, je reviens dans 3 mois. Courrier de la MDPH, donc Maison départementale pour le handicap. Renouvellement d'alloc demandé en février. Demande un argumentaire de l'orthophoniste détaillant pourquoi Louise, donc sa fille non-verbale, a besoin d'une tablette à 100 balles pour s'exprimer, continuer sans moi. Je trouve que la situation de ces enfants en situation de handicap, en particulier ceux atteints de trisomie 21, est une tragédie depuis des années. Et je me suis dit, mais qui est la ministre aujourd'hui en charge des personnes handicapées, vous le savez? Hélas, ça n'est plus Sophie Cluzel. Vous le savez? Est-ce que vous connaissez le nom de cette ministre? Honnêtement, non. Alexandra non plus? Non. Eh bien, elle s'appelle Fadila Khattabi. Donc, j'ai découvert ça et je trouve que, voilà, on a beaucoup de choses à faire sur le handicap, en particulier pour ses parents, parce qu'il y a des témoignages dessous de parents qui témoignent de cette détresse et de l'administration, de cet empilement de mesures, de demandes de fournitures. Elle a une enfant trisomique et elle doit prouver que son enfant ne parle pas bien. Enfin, on vit où? L'éternelle France des parapheurs. Oui, non, mais c'est donc Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, il y a quelque chose d'assez marquant, je trouve, depuis que Macron est président, c'est qu'il y a beaucoup de ces ministres qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas, les gouvernements passent, et puis parfois des gens restent en poste pendant 1, 2 ans, 3 ans, on n'a jamais entendu parler d'eux. Donc ça montre quand même qu'il y a bien une inaction de l'État dans plein de domaines fondamentaux. Et puis deuxièmement, sur cette histoire épouvantable du traitement par la MDPH de cette femme qui souffre déjà terriblement, je dirais qu'elle est symptomatique de ce que j'en discutais avec un de mes amis qui est fonctionnaire, du grand délitement en fait. Bien sûr. Il y a un grand délitement de toute l'administration. Que ce soit la justice, que ce soit la police, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit l'école, que ce soit n'importe quel ministère. Dès que vous avez besoin de faire appel à l'administration, les gens ne vous répondent pas. Vous êtes mis en attente. Ou vous raccrochonnez. Vous n'avez pas le bon interlocuteur. Vous envoyez un email, finalement, vous avez pas de réponse. C'est sans arrêt. Et c'est d'une violence. Complètement. Épouvantable. Et à la rigueur, je vais vous dire, moi, je suis plutôt jeune, encore en bonne santé et tout. On a les ressources, certains ont les ressources, d'autres ne les ont pas. Et puis en plus, je passe sur le fait que tout est fait par email. Et c'est insupportable. Je veux dire, c'est insupportable. Et tout ça coûte, en plus, une fortune. On va en parler sur l'augmentation des mutuelles. Mais les Français, leur pouvoir d'achat... On voit pas où passe l'argent. On voit pas où passe l'argent. On va lancer notre grand jeu Sud Radio de Noël, le grand sapin de Sud Radio. Vous pouvez jouer, je sais que vous adorez ce moment. Alexandra Spinner, la petite musique. Vous savez, c'est la France qu'on aime. Vous pouvez gagner un coffret d'objets design et connectés de la marque Lexon. Vous pouvez gagner également un très beau livre Gueule de rugby, 4e volet de la quadrilogie, avec en couverture l'immense Serge Blanco. Et puis il y a plein d'autres cadeaux à gagner. 0826 300 300. Alors Alexandra, c'est aujourd'hui on prend le troisième appel. Le troisième appel. Allez, ça va faire des frustrés. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité, évidemment la loi immigration, la CMP vers un accord, une image pas très très reluisante pour les politiques. On va parler de la préférence nationale, bref, beaucoup de sujets encore aujourd'hui avec vous. On continue notre tour de table. Alors je vous présente les débatteurs du jour. Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, vous êtes également enseignante. Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires, et vous avez été conseiller régional. Najwa El Haïty, docteur en droit public, avocate, et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Et Caroline Valentin, vous êtes avocat au barreau de Paris. Parlons enseignement avec vous, Brice Nkonda. C'était votre coup de projecteur, coup de gueule aujourd'hui. Coup de gueule, oui Valérie. Ouais. Coup de gueule parce qu'on voit des enseignants qui exercent de plus en plus leur droit de mise en retrait par rapport à leurs conditions de travail. Vous savez tous que l'atmosphère est très tendue dans les écoles et qu'il y a tout un tas de sujets donc qui sont passés effectivement par le Covid, mais les derniers articles montrent qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a le sujet notamment des violences et des agressions vis-à-vis des professeurs. Je peux en témoigner parce que dans un des collèges de ma ville, à Gennevilliers, il y a eu une bousculade et s'en est suivi en fait une professeure qui s'est faite piétiner avec 3 jours d'ITT à la clé. Et donc ils ont exercé légitimement ce droit de retrait, mais après ce type d'événement qui commence à se multiplier, il y a eu les Yvelines pour d'autres raisons. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de professeurs aussi qui manquent de moyens, qui ne se sentent pas accompagnés dans toute la dynamique de l'inclusion, par exemple par le handicap. On manque d'accompagnement pour les enfants en situation de handicap. On manque de personnel humain dans les écoles pour venir en aide aux professeurs. Et même en termes de sécurité, on pourrait se dire que peut-être que le fait de mettre des médiateurs au sein des écoles, ça pourrait aider à fluidifier les relations, parce que avant tout, les enseignants sont là pour enseigner, pas pour faire la police. Non. Donc en fait, à un moment donné, ce type d'événements se multiplient dans beaucoup d'écoles et potentiellement ça peut arriver dans beaucoup d'écoles parce que j'ai moi-même pas mal de gens proches qui sont enseignants ou directeurs d'école et je peux vous dire que la situation elle est borderline vraiment à beaucoup d'endroits et on peut se poser la question en fait au-delà des faits d'actualité, qu'est-ce que le gouvernement propose pour essayer d'endiguer ce phénomène, pour faire en sorte que la violence diminue, pour faire en sorte que les moyens soient donnés pour l'inclusion par le handicap. On parlait off Le problème, c'est pas le handicap. Le problème, c'est la violence. Mais je vous donne un exemple. Un exemple tout bête. À l'époque, à mon époque, peut-être il y avait un enfant handicapé par classe au grand maximum. Parfois, on se retrouve avec des situations où dans une classe, on peut avoir 3, 4, 5 enfants avec un handicap. Ça peut pénaliser potentiellement tous les autres si effectivement ces 5 enfants ne sont pas bien pris en charge. Mais je trouve le sentiment que vous mélangez un petit peu tout, c'est-à-dire à la fois le manque de moyens effectivement et le droit de retrait des enseignants qui font face à des violences, violences qui n'ont pas grand-chose à voir avec ça. Les droits de retrait s'exercent pour ces différents motifs, soit parfois pour des raisons de violence, soit parfois pour des raisons de manque de moyens, les conditions de travail exécrables qui ne leur permettent pas d'exercer leur métier correctement. Et en fait, c'est cette multiplicité de causes qui nous amène à cette situation où et d'ailleurs, vous le voyez très bien, il y a très peu de gens maintenant qui s'inscrivent pour devenir professeurs. Bien sûr. Donc il y a une crise de la vocation et à un moment donné, on ne s'interroge pas du pourquoi, du comment. Être professeur, c'est pas quelque chose de neutre. Non, mais je vois Benjamin Lucas, qui est député PS, qui... non, il est quoi ? Il est Renaissance ? Non, il est... Je sais plus ce qu'il est... pardon ? Écolo ? Non, Benjamin Lucas, il est écologiste, voilà, et qui était invité chez Jean-Jacques Bourdin la semaine dernière et qui, pour évoquer le drame de Dissous, il disait c'est le manque de moyens. Il y a le comportement des élèves qui est aussi beaucoup en cause. On peut pas tout demander à l'État. Je sais pas, Caroline Valentin. Juste, j'ai une amie à Rennes qui m'explique que dans la classe de sa fille en 6e, il y a 2 profs qui ont peur, qui ont arrêté d'enseigner, qui ont peur avec ce qui s'est passé à Arras et qui ont, mais ils ont pas, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres, mais la majorité, c'est parce qu'ils ont peur, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les enfants handicapés dans les classes. Il y a les deux. Certainement, peut-être. Oui, non, mais je vous entends. Le manque de moyens, le manque de formation sont souvent invoqués pour expliquer que les professeurs n'y arriveraient pas. Après, les situations sont toutes différentes. Moi, on me rapporte aussi un manque de fermeté, des directeurs d'établissements qui ne veulent pas intervenir, qui incitent les professeurs ou les parents. Il y avait ce cas notamment d'une jeune fille qui s'était fait violer.
eh bien, le proviseur avait incité les parents à ne pas porter plainte contre l'enfant. Donc des professeurs aussi qui vont se plaindre auprès du proviseur et des proviseurs qui préfèrent enterrer le sujet, des rectorats qui ne répondent pas au problème. On a vu par exemple ce qui s'est passé avec le rectorat de Versailles, qui s'est quand même illustré à de nombreuses reprises. Qui a accumulé les scandales. Qui a accumulé les scandales. Mais avant ça, il y avait le scandale avec Didier Lemaire et son comportement vis-à-vis de Didier Lemaire, qu'on n'a pas forcément évoqué. Il y a eu ensuite l'assassinat du jeune garçon et les réponses insupportables qu'ils ont fait à ce jeune garçon. Mais je crois que récemment, là, pour l'école dont on parle dans les Yvelines, c'était aussi le rectorat des Yvelines. Et dans un sujet de BFM TV, un témoin disait qu'ils n'avaient pas de soutien de la hiérarchie. Donc il y a quand même un problème de gens qui devraient prendre des mesures et qui ne les prennent pas. Et puis, il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y avait quand même un sondage de décembre 2022, notamment sur le respect de la laïcité, parce que ça se passe aussi. Le respect de la laïcité, c'est aussi le respect de la règle. Bien sûr. On pense qu'on veut de la laïcité, mais la laïcité, au bout d'un moment, il faut l'appliquer parce que c'est comme ça, parce que c'est la loi. Et sur le respect de la laïcité, il y a quand même 30% des profs qui estiment qu'il faut assouplir les règles de la laïcité. Donc, ils n'y arrivent pas, ils veulent pas y arriver. Enfin, c'est quoi ils n'y arrivent pas, mais il y a un volet aussi. Certains enseignants idéologiques. Enfin, faut pas idéologiquement 30%. Je dis pas que c'est la majorité, mais ça existe. 30%. Je pense que de façon générale, pas tous en même temps. De façon générale, il y a une crise de l'autorité dans la société, une crise de l'autorité au sein de l'école. Maintenant, faire le procès des enseignants, je trouve que c'est un petit peu facile. Déjà, il y a une dévalorisation du statut de l'enseignant que vous dénonciez à l'instant, qui est à mon sens tragique, parce que le respect de l'enseignant, pour faire nation, pour être ensemble et pour permettre à l'école de jouer son rôle, c'est fondamental. Et ça n'est plus le cas. Donc il y a une vraie procès des enseignants quand même. Vous avez entendu ça dans ma oui, bouche? parce que dire que les proviseurs ne font pas le travail. Je pense que les enseignants, dans certains cas. Nous sommes bien d'accord. Ça peut c'est arriver. Grave je ne veux pas faire le procès de tous les enseignants et de tous les directeurs d'établissement. Je disais de façon générale, je voulais pas que cette discussion tourne au procès des enseignants. Maintenant, je crois que les enseignants ne sont pas soutenus, pas suffisamment soutenus, et il semblerait quand même que le nouveau ministre de l'Éducation nationale aille plutôt dans le bon sens, avec des mesures plutôt fermes, avec des vraies décisions. Il n'est pas justement dans la posture idéologique. Et moi, j'ai quand même bon espoir que les choses changent, parce qu'on peut pas quand même. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Moi, j'ai envie d'être convaincu. Parce que pour revenir à ce qui était dit, il y a quand même un premier point, c'est le problème de la violence. Il y a des phénomènes de violence, mais le premier problème, selon moi, de ce que j'observe, c'est plutôt un problème de manque de moyens pour que les enseignants puissent enseigner correctement. Et puis après, effectivement, il y a un phénomène de violence qui augmente et qui doit être traité. Mais il suffit pas d'avoir des injonctions idéologiques, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, pour dire on va résoudre ça. C'est pas comme ça que ça va se résoudre. Je pense qu'effectivement, il faut protéger le métier d'enseignant. Il y a eu la suppression de l'IUFM il y a quelques temps. Être enseignant, ça s'apprend. C'est un métier qui est très difficile. On peut être très bon dans un domaine, mais ne pas savoir transmettre, avoir la pédagogie pour. Donc il y a un certain nombre de choses à remettre dans le bon sens au niveau de l'éducation nationale. De renouveler la façon de former les enseignants, qui me semble fondamental. C'est fondamental. Et j'en terminerai avec un point, c'est que la plupart du temps dans les écoles, on sait très bien, vous demandez à un directeur ou une directrice d'école quels sont les quelques élèves qui effectivement sont violents et entraînent avec eux tout le reste. Il suffit de les extraire, mais très souvent, pour ces élèves-là, on fait rien ou pas grand-chose. Et en revanche, pour les autres, on va faire du zèle. Donc en fait, à un moment donné, il faut simplement, quand on a identifié un problème, et je pense que c'est le cas dans la plupart des écoles, on identifie les problèmes et on ne fait rien. Mais justement, on en revient à la réponse d'autorité. Là-dessus, et je rebondis sur ce que vous avez dit, on a un ministre qui a la ferme volonté, en tous les cas, il manifeste l'autorité pour que... moi, je pense notamment au harcèlement scolaire, qui est un véritable fléau. Avant, c'était la victime qui devait changer d'établissement. Eh bien là, la loi a évolué pour que ce soit celui qui harcèle, qui quitte l'établissement scolaire. Et en soi, déjà, c'est une avancée. Après, il faut que ça suive. On va voir si les élèves sont sanctionnés et exclus. Donc, ce qu'il faut. En fait, ça va dans le bon sens, ça. Mais
je veux dire, on a quand même un ministre qui nous a dit, je vais mettre un enseignant en face de chaque élève. Moi, je peux vous dire que jusqu'à maintenant, dans les écoles, ça grogne. Donc, à un moment donné, il y a des parents d'élèves qui attendent leurs enseignants. Donc, bon. On se retrouve dans un petit instant. On continue notre tour de table et on va parler de la loi immigration, évidemment, tout de suite après. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et avant de se mettre d'accord sur la loi immigration, on va y arriver nous, on va continuer notre tour de table. Alexandra Spinner, vous vouliez faire un coup de gueule sur la loi euthanasie. Oui, un coup de gueule sur la loi euthanasie. Donc le projet de loi sur la fin de vie doit être présenté en Conseil des ministres en février 2024. Il a été maintes fois reporté et on a un calendrier qui change tout le temps. Il y a un pré-projet de loi qui a fuité dans la presse il y a quelques jours avec des mots extrêmement choquants, du secourisme à l'envers. Alors concrètement, il s'agirait pour le médecin d'achever son patient si l'euthanasie se passe mal ou prend trop de temps. Je vous laisse apprécier la monstruosité. Il y a trois éléments dans cette loi. Une loi pour le développement des soins palliatifs, une loi pour l'aide active à mourir et une loi pour aider les aidants. Moi, déjà, il y a un point qui me choque, c'est que il y a d'abord un point qui... Alors, il y a un point qui fait consensus, c'est le développement des soins. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Et un qui fait débat, c'est l'aide active à mourir. Moi, ce qui me choque, c'est que ces deux éléments, déjà, puissent se retrouver dans un même projet de loi. Pour moi, c'est déjà une aberration. Et je crois que ça explique en grande partie que ça freine la sortie de cette loi. Alors, on a fait un état des lieux de l'offre des soins palliatifs et on s'aperçoit qu'il y a une différence abyssale entre différentes régions sur notre territoire national. Il y a 26 départements qui sont privés de services de soins palliatifs. Voilà, les hôpitaux sont en tension, des lits sont fermés, on a quand même un personnel soignant qui est parti et qu'on a beaucoup de mal à faire revenir. Et ça paraît complètement fou de se dire qu'un malade choisisse d'en finir parce qu'il ne lui est pas offert la meilleure offre de soins possible. À mon sens, c'est quand même le prérequis d'une telle loi. C'est un égal accès aux soins sur tout le territoire et pour chacun d'entre nous. Alors on a évidemment les témoignages de Line Renaud, on a eu cette lettre bouleversante de Françoise Hardy, mais une loi, c'est pas l'émotion. On a eu aussi 185 personnes qui ont été tirées au sort, qui ne peuvent pas avoir raison sur plus de 800 000, c'est ça, 800 000 soignants qui disent leur inquiétude devant ce qui est une vraie rupture de civilisation. Alors moi je crois vraiment que l'euthanasie met à mal la spécificité de la médecine comme un art de guérir et que c'est un concept archaïque. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, il y a une campagne d'une mutuelle sur l'euthanasie qui est totalement obscène, c'est-à-dire que là on est sur l'idée que le coût l'emporte sur l'éthique. Ils ont donc dévoilé cette campagne en faveur de l'euthanasie et là vraiment on touche à l'obscène. Vous avez derrière l'humanisme et la compassion affichée le mercantilisme cynique. Mais il y a une véritable injustice aujourd'hui face à l'euthanasie. Oui, mais alors plutôt que de créer à nouveau une loi où on va encore s'agiter dans un tohu-bohu médiatique pas possible, est-ce qu'on pourrait pas déjà faire appliquer une loi qui existe, qui est la loi Leonetti, et surtout développer des soins palliatifs sur notre territoire. Enfin, ça paraît complètement fou qu'on soit pas tous égaux face à ce qui est ce qui touche à l'intime absolu. C'est la fin de vie, on a chacun le droit d'être accompagné au mieux, d'être aimé, d'être soigné, d'être guéri jusqu'à la fin. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est une rupture de civilisation. Et encore une fois, c'est pas du tout, c'est vraiment chez moi rationnel et pas du tout de l'ordre du religieux ou militant. La manière dont, une fois de plus, Emmanuel Macron a géré ce sujet, vous allez dire que je l'aime pas et vous aurez raison en même temps, est quand même consternante. Tout le monde ressent qu'il s'agit effectivement d'un problème de civilisation, qu'il y a quelque chose derrière de philosophique, de compliqué, de complexe, et qu'il y a beaucoup de discussions, de haut vol à avoir là-dessus. Alors que fait-il ?
Emmanuel Macron au départ. Mais il nomme en charge du projet une personnalité dont on sait qu'elle est extrêmement favorable à l'euthanasie. Ça commence mal. Ça commence très mal. Et ensuite, il va prendre des kidams dans la population, tirer au sort. Mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie ? La démocratie du tirage au sort. On a voté pour ce type de façon de prendre des décisions politiques ? Pas vraiment. Et il va leur demander leur avis. Bon, qu'il ne suivra pas, heureusement. Donc, du coup, évidemment, ça s'est enlisé, parce qu'il y a des gens quand même qui ont réfléchi à la question, qui soutiennent, certains soutiennent l'euthanasie, d'autres sont contre, mais les discussions qu'ils ont sont des discussions intelligentes, sont des discussions rationnelles, sont des discussions calmes, sont des discussions de haut vol, et qui étaient celles qu'il fallait avoir. Et effectivement, ça patine parce que c'était tellement mal emmanché au départ que ça ne pouvait que patiner. Je vous rappelle qu'au Canada, pays que vous connaissez bien, Valérie, les personnes handicapées sont désormais éligibles à l'euthanasie. Je vous laisse imaginer ce que ça suppose. En Suisse, également. Et ce sera autour bientôt des personnes atteintes de troubles mentaux. Mais beaucoup de gens me disent, mais ça existe déjà, ça se pratique déjà dans certains hôpitaux. Ce qui est scandaleux, c'est l'inégalité, que vous tombiez sur un médecin qui n'accepte pas, si vous êtes dans une maladie vraiment dont vous savez que vous ne sortirez pas. Il y a quand même une forme d'injustice s'il n'y a pas de réglementation. Très bien, mais ça se fait sans être dit. Voilà, mais la première inégalité, c'est que vous soyez à Paris ou ailleurs, vous n'ayez pas les mêmes chances de mourir paisiblement. Ça, c'est une question et dignement. Ça, c'est une question de moyens, et on peut être que d'accord avec vous sur ce sujet-là. Ah oui, mais avant d'inventer une nouvelle loi, il faut appliquer déjà l'ancienne. Appliquons déjà celle que nous avons, qui est une bonne loi. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne loi. Et plutôt que d'écouter des people, est-ce qu'on peut peut-être écouter des soignants qui sont sur le terrain et qui vivent la mort au quotidien? On va avancer. Caroline, vous aviez, sans transition, parce que je voudrais qu'on puisse parler de la loi immigration. Ce qui a retenu votre attention, c'est cette agression à Lyon de cette jeune fille par 3 autres, cette agression filmée qui a été vue. Vous vouliez revenir sur ce qui s'est passé. Je voulais revenir sur un aspect de cette agression. C'est le fait que cette agression a eu lieu le 10 octobre et que les mises en cause ont été interrogées le 15 décembre. Après la publication plus de 2 mois la vidéo. après, grâce en fait au fait que ce fait divers a été publié sur les réseaux sociaux. Et ce problème-là, en fait, me semble d'une importance fondamentale, parce que malheureusement, ce n'est qu'une illustration parmi des centaines et des milliers d'autres tout le temps, de la manière dont la justice aujourd'hui ne traite plus ce qu'elle considère, elle, être des petits délits. Il y a un nombre incroyable de plaintes, soit qui ne sont pas prises par les commissariats, soit qui sont enterrées dans les commissariats, soit qui végètent sur les dossiers du procureur, qui ne vont même pas prendre les décisions de classement sans suite. Vous ne savez pas, mais quand on porte une plainte, dans un premier temps, on doit porter plainte auprès du procureur, et le procureur a en principe 3 mois pour vous répondre, soit pour vous dire qu'il poursuit, soit pour vous dire qu'il classe sans suite, et il donne un motif de classement sans suite, parce qu'il a l'opportunité des poursuites. Si vous avez une décision du procureur, vous pouvez faire appel de cette décision du procureur auprès du procureur général. Alors on vous dit souvent que ça ne marche pas. Bon, je suis pas d'accord. Moi, j'ai obtenu un relevé de classement sans suite de la part du procureur général. Mais souvent, maintenant, les procureurs de la République ne vous répondent même pas. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez effectivement vous constituer partie civile. Mais se constituer partie civile, ça veut dire aussi que ou faire une citation directe. Mais finalement, vous allez atterrir dans un tribunal avec des juges devant lesquels vous serez tout seul et vous n'aurez pas le soutien de l'avocat de la société qui est le procureur. Ce qui est psychologiquement difficile. Je vous rappelle que vous êtes une victime. Vous êtes une victime d'un délit et au passage, dans le processus, entre le moment où vous êtes fait agresser et le moment où vous êtes retrouvé devant le juge, la société, par l'intermédiaire du procureur, vous a dit, en fait, on s'en fout de ce qui vous arrive, madame ou monsieur. Et ça, je crois qu'on parle des moyens de la justice, on parle du fait qu'il n'y ait pas assez de greffiers, pas assez de magistrats, qu'il leur manque des stylos, on parle de tout ça. Mais on ne parle pas assez des conséquences en termes de mœurs, de délitement des mœurs, du fait que énormément de ces délits qui ne sont plus poursuivis. Je vais vous donner un exemple qui me concerne, mais qui est tellement significatif.
Je me fais agresser par un SDF en novembre 2019. Le type était en bas de chez moi depuis des mois, et moi j'étais gentille, de temps en temps je lui apportais un croissant et tout. Le type commence à être trop familier et à avoir des propos pornographiques me concernant. Donc je prends mes distances. Quelques jours plus tard, il s'introduit derrière moi dans le hall de mon immeuble et il me roue de coups de poing et de coups de pied. Il faisait 1m90, je suis en sang, j'appelle la police, il est appréhendé, nous allons tous au commissariat. Je vais aux UMJ qui déclarent, qui me donnent 3 jours d'ITT, bah oui j'avais des bleus, le nez qui saigne et tout. Bah, classement sans suite en fait. Classement sans suite, le type est venu se réinstaller en bas de chez moi. Non mais c'est insupportable. Classement sans suite, le type est venu se réinstaller en bas de chez moi, où il me menaçait dès que je passais. Les policiers ne pouvaient rien faire. Mes filles étaient bouleversées. Alors on va vous expliquer les violences faites aux femmes, première pour priorité, non mais n'importe quoi. Hein. Et finalement c'est que le Covid qui l'a fait partir 6 mois plus tard. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Je peux vous citer une agression présumée sur un enfant de 3 ans début septembre, plainte déposée, aucune nouvelle. On est le 19 décembre. Je veux dire, vous vous rendez compte de la souffrance, du sentiment d'injustice. Vous avez parlé de la civis ici ? Oui, on en a parlé. Mais le problème et le souci, c'est que soit vous êtes, enfin, c'est pas que je veux valoriser notre métier, mais et le rôle de l'avocat est fondamental. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un avocat à vos côtés qui appelle enfin je le fais moi, donc vous le faites consoeur, qui appelle le commissariat pour dire où en est cette plainte, etc. La réalité, oui, c'est que ça prend la poussière, vous n'avez pas de nouvelles, en effet, puis vous apprenez, voire plusieurs années après, si la personne n'est pas accompagnée par un avocat, eh bien que la plainte a été classée sans suite. Et quand c'est des infractions extrêmement graves, autant vous dire que l'injustice, elle est là. Mais c'est là où j'en viendrai, on en parlera sans doute avec l'affaire Depardieu, c'est là où le tribunal médiatique, autant j'étais extrêmement sévère par rapport au tribunal médiatique en disant non, la justice, elle doit venir des juges. Sauf que quand il n'y a pas de justice, dans certaines affaires, on a bien besoin du tribunal médiatique pour mettre en lumière des infractions qui ne sont pas traitées s'il n'y avait pas cette lumière-là. C'est l'impéritie de la justice qui exige le tribunal médiatique, mais il y a surtout un autre point, c'est que l'avocat, il faut pouvoir se le payer en fait. Il y a l'aide juridictionnelle. Enfin, l'aide juridictionnelle, qui est nulle, ne vous désigne pas un avocat. Il y a beaucoup d'avocats qui ne veulent pas la prendre parce que c'est pas assez cher. Allez, on se retrouve dans un instant, petite pause, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et c'est le moment de prendre notre grand gagnant, c'est Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Bon, vous avez été le 3e appel, on est ravis pour vous. Merci beaucoup, merci, c'est très sympa. Vous nous appelez d'où? Du sud-ouest, j'entends un petit accent. Voilà, je vous appelle à côté de Langon, je suis. D'accord, vous préparez Noël, vous allez faire Noël en famille? C'est ça, tout à fait, tout à fait. Noël en famille avec mon frère, mes frères. Très bien, écoutez, on va découvrir votre cadeau au pied du sapin, du grand sapin de Noël Sud Radio. Et vous découvrez votre cadeau, c'est un casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Vous aurez donc tout loisir d'écouter les nombreux podcasts de Sud Radio, par exemple. Oui. Voilà, vous en aviez un, vous allez le garder ? Oui, j'en avais. Non, je n'en ai pas, donc ça va. C'est parfait pour moi. Très bien. Écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir. Oui, très plaisir et je vous remercie beaucoup. Merci de votre fidélité, en tout cas à Sud Radio. Merci à vous et je vous rappelle que vous pouvez jouer toute la journée sur Sud Radio, toutes les heures. Un cadeau à gagner, magnifique cadeau à gagner, et ce sera jusqu'au 25 décembre. Allez, on reprend le cours. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Caroline, c'est que globalement, ce que vous venez de nous dire, c'est une illustration parfaite que l'État manque à son premier devoir, qui est de protéger les Français. Protéger les Français et protéger aussi les Français les plus précaires, les plus fragiles. Et je crois que l'urgence, elle est claire, c'est de redonner aux forces de l'ordre et à la justice
les moyens de faire appliquer la loi partout. Et l'ordre de le faire, surtout aussi. Absolument. Parce que certains magistrats... Donc il faut une volonté politique et moins de laxisme judiciaire. Oui, mais parce que ce qui est incroyable quand même, je veux dire, on va rappeler les bases, mais on a un code qui regroupe des lois qui sont votées par le Parlement au nom du peuple. Et puis ce code arrive entre les mains des magistrats qui, eux, décident que ce délit-là, non, il leur plaît pas trop, ils vont pas l'appliquer, ou que ce délit-là, ils préfèrent y ajouter une condition qui n'était pas prévue dans le texte. Mais on est où là en fait? Mais encore une fois, c'est vraiment une question de moyens. Vous l'avez dit tout à l'heure, on manque de greffiers, on manque de tout un tas de choses. C'est pas un moyen quand vous avez le texte, vous n'appliquez pas. C'est très important parce qu'en fait, je pense que dans les administrations, il y a eu une logique administrative de budgétaire qui s'est appliquée où il fallait avec la RGPP virer des fonctionnaires au fur et à mesure, avoir une gestion un peu comme dans les boîtes privées. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec des administrations qui sont sous-administrées humainement parlant. Il manque des gens. Mais là, ce sont des décisions. Là, ce sont des décisions sur le dos du manque de moyens. Oui, vous ne déresponsabilisez pas les magistrats, par exemple, qui ont prononcé des sanctions contre les élèves qui ont été responsables du meurtre de Samuel Paty, par exemple. C'est pas un manque de greffiers. Quand on applique le code mal. Attendez, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Et j'ajoute même que par rapport à ce qui s'est passé pour Samuel Paty, je peux vous dire qu'il ne s'est rien passé derrière. Il n'y a rien eu. Ouais, on pensait que ce serait un électrochoc. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement qui était quand même grave, symboliquement grave et grave humainement. Il ne s'est rien passé du tout. D'accord ? Donc, à force de jouer avec les symboles, à un moment donné, il faut parler des moyens de résoudre tout ça. Si, il faut en parler des moyens. Alors, il ne s'est pas rien passé du tout, par exemple, parce qu'il y a une circulaire un mois après qui demandait que la protection, qui était une circulaire interministérielle en novembre. Un an de l'assassinat de Samuel Paty dans les écoles pour commémorer, basta. C'est tout. Non, attendez, il y a une circulaire. Après, il faut savoir quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre concrètement pour que dans ce cas-là, un professeur ou un fonctionnaire exposé soit bien défendu. Alors, il y a une circulaire, novembre 2020, donc un mois après la mort de Samuel Paty, interministérielle, qui demandait que la protection fonctionnelle soit accordée par l'administration du professeur, ou c'était interministériel, donc c'était pas que les professeurs, soit accordée facilement dans les cas où il y avait des menaces, etc. Bon. Ça change rien sur la causalité. Rien du tout. Bon, c'est déjà un truc, c'est-à-dire déjà vous pouvez, le prof ou le policier, etc., pouvez avoir en principe, je dis bien en principe, accès à un avocat, il y a une défense, et c'est pas simplement protection fonctionnelle, c'est aussi des moyens. Sauf que ça n'a pas toujours été bien mis en œuvre, je le sais bien, puisque moi j'ai défendu Vincent Tournier à Grenoble, et que la protection fonctionnelle a été accordée dans un premier temps, mais ensuite suspendue, et que Klaus Kinsler, elle l'a pas eu du tout, lui, on l'a jamais payé quoi que ce soit, en dépit de cette protection fonctionnelle. Donc bon, mais ensuite, c'est quoi les moyens ? C'est au bout d'un moment, il y a aussi des gens qui prennent des décisions. Oui, mais il faut des moyens humains pour les appliquer. Mais vous mettez tout sur les moyens. Quand on parle de moyens, excusez-moi, quand on parle de moyens, excusez-moi, mais je vais être pragmatique, il faut rendre à César ce qui est à César, mais on a quand même un ministre de la Justice, je suis parfois pas d'accord avec lui sur certains points, mais en tous les cas, on a un ministre de la Justice qui a fait voter un budget historique pour la justice, 8% depuis 2 ans chaque année. Mais le retard est tel, que, eh bien, ces moyens, on les voit pas en réalité. Mais force est de constater que, de manière objective, vous avez un budget qui a été voté et qui est censé améliorer un peu les choses. Mais il y a la volonté politique. Mais on va de tellement loin. Référence tout à l'heure, Caroline Valentin, ce sont ceux qui ont permis l'assassinat de Samuel Paty, qui ont pris des peines incroyablement faibles, alors que ils ont joué un rôle, en particulier la jeune fille qui a menti. Elle a livré Samuel Paty à ses assassins. Absolument. Oui, voilà. Et donc là, on n'est bien pas dans les moyens. Le procès a eu lieu, le juge était là, le dossier était constitué, la greffière avait géré, on avait tout le monde. Simplement, la décision qui a été prise était incompréhensible. Et c'est de la même manière que ce que vous racontez de quelqu'un qui porte plainte pour une agression et
Je crois aussi qu'il va falloir réévaluer la politique pénale des mineurs. Elle est plus du tout adaptée, elle est beaucoup trop laxiste. Mais bien sûr, mais il fallait entendre. J'ai assisté à une formation sur le code de procédure pénale des mineurs, mais c'était à mourir de rire. C'était les petits bouts. J'avais l'impression d'écouter Edwige Antier. Sauf que les petits bouts, ils peuvent, je vais vous dire, faire 2 têtes de plus que moi et avoir des poils partout. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je voudrais qu'on parle de la loi immigration, donc spectacle lamentable. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais pourquoi hier soir. Spectacle lamentable? La démocratie a fonctionné. Pourquoi? Moi, je suis pas choquée du tout. Moi non plus. C'est en même temps qu'à foirer. Bon, ben voilà. On le savait déjà que en même temps, c'est ça. On voit quand même l'instrumentalisation, la communication. C'est ça qui est. C'est le côté politicien. Non, mais pourquoi? Non, mais moi je rebondis sur ce que vous venez de dire, Valérie. Moi, ce qui me révolte, c'est pas en effet cette commission mixte paritaire qui se réunit. C'est surtout les propos des élus et les filles. Ah là là, la Macronie se le pénise. Mais j'ai envie de leur dire, mais dans quel univers ils vivent, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous vous intéressez au dernier sondage que vous avez dû sans doute citer, Valérie, dans un de vos débats, CNews, Europe 1 et JDD, mais les Français, ils veulent pas seulement d'une loi d'ajustement concernant le projet de loi immigration. Ils veulent qu'on renverse la table. Et pourquoi ils veulent qu'on renverse la table? Parce que quand vous voyez ce qu'on appelle les faits divers, sauf que il y a beaucoup de faits divers ces derniers temps, et d'ailleurs j'en citerai quelques-uns. En octobre 2022, l'assassinat horrible de Lola, âgée de 12 ans par une ressortissante algérienne qui était sous OQTF. Ensuite, vous avez un prêtre en 2021 qui était également sous OQTF, donc qui a été assassiné par un Rwandais sous OQTF. Là encore, qu'est-ce qu'on en fait de ces OQTF? Et c'est là où on se dit il y a une impuissance de l'État. C'est-à-dire que vous avez 94% des OQTF qui ne sont pas exécutés. Alors on vous dit, ouais mais attendez, il y a les laissez-passer consulaires. Oui, c'est vrai. Mais à un moment, et le ministre de l'Intérieur, il y a quelques mois, est allé au Maghreb, rencontrer le président algérien, le président tunisien, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Intérieur marocain, pour négocier là-dessus. Donc, mais à un moment, il va falloir apporter en effet des réponses. Alors je sais pas comment on peut faire pression concrètement. Alexandra Spinner. Moi, je trouve très injuste sur le spectacle affligeant. Oui, moi je trouve qu'au contraire la démocratie a fonctionné. Cette CMP, elle existe précisément parce que le Sénat et l'Assemblée ne peuvent pas se mettre d'accord. Je me réjouis évidemment que le texte du Sénat soit finalement adopté et que les positions fortes qu'attendaient les Français, c'est ce que vous disiez à l'instant, du groupe LR au Sénat soient retenues. Maintenant, voilà, c'est le crash du en même temps. Moi, je m'en réjouis. Les positions acrobatiques du macronisme, on voit bien que ça ne peut pas durer. Et dans tous les domaines qui concernent la société française. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. J'espère qu'on en tiendra compte précisément sur toutes les autres grandes lois à venir. J'en parlais avec l'euthanasie. Voilà, moi, j'avais pas de doute sur le fait que cette CMP serait conclusive. J'avoue, je suis peut-être un peu trop optimiste. Moi, j'ai des doutes. Mais bon, sur la LFI... Bon, ils sont toujours obscènes, donc quoi qu'ils en disent. Et puis, je vois que cette expression de la lepénisation des esprits, mais c'est l'intoxication totale. C'est ça. Parce que, mais moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'entendais, c'est-à-dire que c'est tout le. C'est une comédie d'Alarté. Pardon ? C'est une comédie d'Alarté qui n'a aucun intérêt. Mais dès que vous êtes pragmatique, c'est-à-dire proche du terrain de ce qui se passe, on vous catégorise comme facho ou RN. En fait, aujourd'hui, on taxe cette loi d'extrême, mais en réalité...
Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a jamais pris à bras-le-corps ce sujet de réguler correctement les choses, simplement réguler. C'est-à-dire qu'en fait, on parle aujourd'hui de quotas d'immigration. Moi, j'aime bien parler de quotas d'intégration parce que on a besoin non pas seulement d'accueillir, mais d'avoir un chemin d'émancipation, apprendre le français, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu cette culture plutôt de gauche de l'accueil et de la stagnation. Et ça crée plein de problèmes. Donc, le fait de réguler, c'est important. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt bien, effectivement, ce à quoi on assiste en termes de méthode, parce que les arguments des uns et des autres prévalent. On met tout dans la balance et il faut essayer de trouver un équilibre. Mais attention, ce qui sort de la CMP n'a pas encore été validé par l'Assemblée, parce que le groupe de la majorité, rien ne dit que la branche de gauche Renaissance vote ce texte. Absolument. Donc, c'est là aussi où la recherche d'équilibre est incontournable. Et donc, il faut, je pense, une loi, effectivement, qui nous amène à être équilibré, pas hémiplégique. Là où, effectivement, il peut y avoir une lepénisation des esprits, c'est de dire l'immigration, on n'en veut pas, zéro, on ferme tout, etc. D'ailleurs, ça n'existe pas. Trump a voulu faire un mur aux États-Unis, ça n'a pas empêché l'immigration. Là, et il y a un angle mort de cette loi, c'est comment on fait pour sédentariser les migrants chez eux. Quel discours on a avec ces États pour créer du travail là-bas, parce que là est la vraie source de la migration économique. Mais nous, ce que nous défendons, c'est le fait de faire baisser drastiquement l'immigration. C'est pas l'immigration. Je veux dire, on n'a pas une obsession identitaire, une obsession de l'immigration. Je trouve que le texte. Oui, c'est pas Zemmour, ne sait pas. Voilà, exactement. Je trouve que le texte des LR est plutôt très équilibré et il répond fermement aux attentes des Français qui sont grandes, Alors, on va y revenir. On doit marquer sur l'intégration. Ça, c'est le prochain sujet qu'on doit. D'émancipation par le travail. Voilà, le travail d'émancipation, d'intégration. Comment, maintenant que si on arrive à faire adopter cette loi, comment on fait nation tous ensemble? D'ailleurs, au Canada, ça existe, les quotas de. Absolument. On va y revenir. On doit marquer une petite pause. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Il était une fois un lutin à l'appétit d'ogre ayant festoyé plus que de raison le soir du réveillon. En quête d'un dessert léger, il choisit alors les clémentines à 3,79€ la cassette de 2,3 kg chez Aldi. Ah, c'est bon, c'est frais, ça aide à digérer. Oh, franchement, c'est parfait. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 1,65€ le kilo, origine Espagne, variété Clémenoules, offre valable jusqu'au samedi 23 décembre, info sur aldi.fr. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. L'offre spéciale Canal+, ciné-série, c'est notamment Canal+, Apple TV+, Disney+, Netflix et Paramount+, dans une seule offre à un prix exceptionnel. Alors, le choix est vite vu. Enfin, pas vraiment, puisque vous aurez du drame, de la comédie, de l'action, des documentaires. Enfin, vite vu, vous m'avez compris, quoi. Jusqu'au 23 janvier, profitez de l'offre spéciale Canal+ ciné-série pour seulement 25,99€ par mois les 12 premiers mois, puis 38,99€ par mois hors option TV+. Engagement 24 mois. Détails et conditions sur boutique.canalplus.com. Sud Radio Périgueux. 104.9. Sud Radio. Are you ready? Oh, merci l'Olympia, merci du fond du cœur. Cette scène, elle est incroyable. Le Jamel Comedy Club à l'Olympia. Soirée exceptionnelle sur Canal+. Le Jamel Comedy Club fête l'Olympia. Demain à 21h, seulement sur Canal+. Ah, Noël en famille. On profite du calme, de ces moments au coin du feu. Bon, pour le calme, faudra repasser. Alors pour que vos enfants se défoulent, chez Decathlon, on a le cadeau rêvé. Un sac de frappe aux couleurs de leur super-héros. Et pour qu'à Noël, leur rêve de sport se réalise, cette semaine, le sac de frappe gonflable Outshock DC Comics est à 55€ au lieu de 75, soit 26% de remise. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année. Nicolas est quelqu'un de... très dynamique. Il adore quand... ça bouge bien. Il trouve ça... vraiment génial. Sauf pour... les prix des forfaits mobiles. Pour Noël chez Orange, la série spéciale 120 Go 5G réservée aux clients Internet est à 19,99€ par mois. Un prix qui n'est pas prêt de bouger. Orange. Offre sans engagement, conditions en boutique et sur orange.fr. 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et du 21 novembre au 31 décembre, Netto a le sens de la fête.
Eh oui, parce que c'est le grand jeu de Noël. Avec le film Les Trois Mousquetaires Milady. Tentez de gagner des milliers de cadeaux. Mais quoi, par exemple? Eh ben, je vais vous le dire. Des places de cinéma et des cartes cadeaux jusqu'à 150 €. Ça, c'est pas du cinéma. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Jeu avec obligation d'achat dès 25 €. Règlement sur netto.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlions donc de cette loi immigration. Alors ce serait un accord entre LR et la majorité serait en bonne voie sur les APL. Les APL, c'est ce qui bloquait les aides pour le logement, les aides personnalisées au logement. Ce qui semble ressortir, c'est qu'il y aurait un délai de 3 mois, un délai de carence de 3 mois pour les immigrés qui travaillent. Et 5 années pour ceux qui ne travaillent pas. Donc, ok, une fois qu'ils se sont mis d'accord sur ce texte, si on y arrive, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, Caroline, vous vouliez réagir, peut-être, il y a eu la pub et vous vouliez réagir justement à ce qui se passe, cette loi immigration et sur les accords possibles. Oui, déjà sur la manière dont ça a été présenté. Donc, c'était encore à la fois un texte en même temps, un texte intégration d'une part, un texte sévérité d'autre part. Alors que si le gouvernement voulait faire passer ces textes, il aurait très bien pu présenter plusieurs textes. Mais il a fait exprès de présenter des textes qui étaient trop doux pour les uns, trop durs pour les autres, et ce qui fait que finalement personne n'en voulait. Et tout ça sous la houlette d'un Sacha Houlié, que personne ne connaissait il y a encore quelques temps, dont on se demande pourquoi il avait tel pouvoir sur une loi tellement importante, sur un sujet sur lequel nous n'avons plus, les Français n'ont plus la main depuis tant d'années. Bon, donc je dirais que je ne comprends même pas que des professionnels de la politique comme le gouvernement soient surpris du résultat de la censure de ce texte. Premier point. Ensuite, il y a quand même un deuxième point dont personne ne parle. Les LR en parlent, mais on n'en parle pas dans le cadre de cette loi. C'est que à quoi ça rime de prendre des lois sur l'immigration dans la mesure où l'article 55 de la Constitution nous dit, ou est dit au juge, vous ne pouvez pas appliquer un texte français s'il est contraire à un traité signé antérieurement. Ça, c'est un de nos combats. C'est un combat très important, que l'IB appelle un combat d'extrême droite. Juste reprendre la main sur notre immigration. D'ailleurs, on en a eu un petit exemple avec ce qui s'est passé avec Touzbek. Oui, absolument. C'était très intéressant. La Nouzbek qui est la supériorité de notre droit sur tout autour de... Bien sûr. Qui est expulsé. Qui est pour l'instant l'infériorité. Donc Nouzbek est expulsé. Et on doit se battre pour que notre droit français soit supérieur à tout autre droit. Exactement. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Absolument. Donc effectivement, son avocate à Nouzbek a très justement dit c'est quand même inacceptable qu'un ministre dise qu'il ne va pas respecter une décision du Conseil d'État et une décision de la CEDH. Effectivement, elle a raison formellement. Le seul truc, c'est qu'on n'aurait même pas dû être soumis aux décisions de la CEDH. On va rappeler quand même que De Gaulle refusait la CEDH, ne voulait pas la CEDH. Et c'est Alain Pollaert qui a profité de l'intérim Pompidou pour faire passer ce texte. On avait des droits de l'homme avant à la CEDH. On en a plein dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. J'espère qu'on peut revenir dessus. Non, je disais, il faut une volonté politique, parce que là où vous avez raison. Moi, je pense que ce projet de loi, j'espère qu'il sera voté. Et franchement, j'espère qu'il sera voté parce que c'est une première étape. Alors, juste, LFI lance une motion de rejet préalable aux conclusions du CMP. Écologie NUPES dépose aussi une motion de rejet préalable. Hyper intéressant. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux qu'il ne manque aucune voix du côté de la majorité. Sauf que c'est pas gagné. Non, mais je poursuis sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je rebondis. Il faut une réforme, c'est-à-dire déjà première étape. J'espère qu'elle sera votée, mais ça risque d'être compliqué. On verra ce soir, mais je l'espère parce que ça va permettre en effet de réduire les flux migratoires, de réduire aussi les procédures administratives pour le traitement des dossiers des demandeurs d'asile, entre autres choses. Donc première étape. Deuxième étape, vous l'évoquez très justement. À un moment, si vous réformez pas la Constitution, vous avez ces décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, qui font barrage à l'expulsion des... Et même les juges français qui appliquent de préférence les traités et qui vont écarter la loi française. Mais ils font du droit. On peut pas leur reprocher. Ils font du droit. Donc si vous ne faites pas évoluer, comme l'invite à faire d'ailleurs l'ancien secrétaire général, Monsieur Schuttel, la Constitution,
Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est peine perdue. Donc, première étape, mais il faut qu'elle soit suivie d'une seconde étape. Et il faut une volonté politique. Ouais. Juste Éric Anceau, qui est un historien, qui dit beaucoup mieux ce que je voulais dire en début d'émission. Il dit: notre vie politique actuelle est désespérante. Nous vivons certainement parmi les pires heures de notre démocratie. Bon, ça hors période de guerre. Il dit: l'épisode de cette commission mixte paritaire est symptomatique. La procédure parlementaire est ici complètement dévoyée au profit du jeu des partis. C'est l'idée que je voulais exprimer. Chacun étant ici dans le calcul à très court terme, bien loin de l'intérêt général. Le projet risque d'aboutir à un monstre législatif qui, une fois de plus, ne servira quasiment à rien, ne satisfera personne, entre atteinte aux droits fondamentaux d'un côté et appel d'air à l'immigration illégale de l'autre. Le vrai sujet, c'est que le président de la République n'a pas de majorité. Mais absolument. Voilà, c'est le vrai sujet. On tourne autour, mais la réalité, c'est cela. Donc, des solutions qu'il ne veut pas. C'est quoi l'atteinte aux droits fondamentaux ? Non, il dit ça va être les arguments des uns et des autres. Enfin, je pense pas qu'il faille être aussi dur. Je pense qu'il y a toujours eu des jeux de partis, chacun cherchant à tirer la couverture à soi, faire primer ses idées. Je pense que c'est quand même somme toute assez normal. Je trouve que le débat démocratique a fonctionné. Après ce type de débat à l'époque où c'était moins médiatisé n'entrait pas dans les foyers des gens. Donc là, effectivement, ils sont au courant étape par étape de tout ce qui se déroule. Surtout, l'immigration n'a pas été discutée longtemps. Que le Parlement parlemente, je suis désolé. C'est logique. Il est dans son rôle. Et puis, pardon, mais il y a le débat parlementaire et le commentaire du débat parlementaire. Et je crois que le commentaire du débat parlementaire a beaucoup hystérisé les débats. Parce que, par exemple, on a parlé de surenchère d'extrême droite avec le texte DLR, mais où il a toujours été question que l'ouverture des droits aux prestations sociales non contributives soit dépendante d'une résidence stable et régulière de plus de 5 ans. Donc, et d'ailleurs, le texte au Sénat a été négocié avec le parti Union Centriste. Absolument. Donc c'est vraiment un texte qui a été discuté, travaillé. Et c'est le seul texte qui existe à proprement parler à aujourd'hui. Qui a été proposé en CMP. Et puis moi, j'ai jamais compris l'argument. Ah, mais vous avez voté avec le RN, on n'est pas d'accord sur un texte pour des raisons différentes. Qu'est-ce que ça peut faire ? On avait 2 choix de vote. Enfin, je n'ai pas compris. Mais surtout, ce qui est très intéressant sur l'immigration, d'abord, c'est que, comme je l'ai dit, le fait qu'on ait ratifié la CEDH, dont De Gaulle ne voulait absolument pas, ce n'est pas une décision démocratique, puisque c'est Poher qui l'a pris lors de l'intérim de Pompidou. L'extension, d'ailleurs, des domaines du Conseil constitutionnel, qui, avant, pendant De Gaulle, se contentait juste de vérifier qu'une loi n'empiétait pas sur le domaine de la Constitution, c'est important parce que le Conseil constitutionnel, Fabius a indiqué qu'il était contre une modification de l'article 55 de la Constitution. Ça, cette extension, donc, du rôle du Conseil constitutionnel qui permet aujourd'hui à Laurent Fabius de faire ce type de déclaration, c'est à nouveau du Poher. C'est pas une déclaration, et c'est pas démocratique. Et enfin, il ne faut pas oublier, bien sûr, ce fameux pacte de Lisbonne. Le fameux pacte de Lisbonne qui a rendu exponentiel l'impact, le pouvoir de l'Union européenne sur la France, qui n'est pas du tout une décision démocratique, puisque les Français avaient dit non et que Sarkozy leur a fait manger le truc par la petite porte. Enfin, dernier point, et c'est très important de le dire, l'immigration. Il y a un haut fonctionnaire du ministère de l'Immigration qui explique en fait que ça n'a jamais été vraiment un sujet discuté. C'était en quelque sorte prise en main. Il y avait une sorte de verrouillage par les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui donnaient des éléments pour des discussions parlementaires qui étaient incompréhensibles, ce qui fait que le débat qui aurait dû avoir lieu tous les ans sur ce sujet fondamental ne pouvait pas avoir lieu. Voilà. C'est fini, je me fais gronder dans les oreilles. C'est passé très vite. On aura l'occasion évidemment de revenir sur ces débats dans un instant. C'est Guillaume Bigot qui sera avec vous.